On a tous déjà eu cette impression, pas vrai? Ce sentiment que la politique, aujourd'hui, elle tourne un peu en rond, qu'elle est complètement déconnectée de la réalité, de nos vies, et pour tout dire, qu'elle est souvent absurde. Aujourd'hui, justement, on va essayer de décortiquer ça ensemble. Et attention, ce n'est pas juste une vague impression. Non, non. On le voit bien, ce fossé. Il est béant entre les grands discours politiques et puis les problèmes bien réels de notre quotidien. Ça donne vraiment l'impression que le vrai jeu, les vraies décisions, tout ça se passe en coulisses, avec des règles qu'on ne connaît pas vraiment. Alors ce sentiment, il a un nom. Et non, ce n'est pas juste une lubie, ce n'est pas dans notre tête. C'est un vrai effet de système. Et pour le comprendre, il va falloir mettre de côté les explications un peu faciles, genre les théories du complot ou l'idée que tout le monde nous manipule. La réalité, en fait, elle est beaucoup, beaucoup plus subtile et franchement bien plus intéressante. Allez, on y va. On va plonger ensemble dans la mécanique du pouvoir. Voilà le programme. D'abord, on va voir qu'il y a en fait 3 grands niveaux de pouvoir. Ensuite, on se penchera sur le dilemme quasi impossible dans lequel ça coince les politiques. Après ça, on verra comment le système finit par choisir certains profils plutôt que d'autres. Et pour finir, on parlera du vrai danger qui se cache derrière tout ça. C'est parti! Ok, première étape, pour tout piger, il faut jeter à la poubelle l'image qu'on a tous en tête. Vous savez, la pyramide du pouvoir avec un grand chef tout en haut, oubliez ça. La réalité, c'est bien plus un système à 3 étages, si on veut. 3 niveaux qui fonctionnent de manière très très différente. Bon, voilà la fameuse structure. Au premier niveau, on a ce que j'appellerais la scène de théâtre. Les politiques, les médias, les débats à la télé, bref, tout ce qui est visible, c'est ce qu'on voit au quotidien. Mais, et c'est là que ça devient crucial, regardez les 2 niveaux en dessous. Le pouvoir effectif, celui des grands acteurs économiques, de la finance. Et puis, tout en bas, les contraintes globales, impossibles à ignorer, le climat, les crises sanitaires, etc. Ces 2 niveaux-là sont beaucoup moins visibles, mais en réalité, c'est eux qui fixent les règles du jeu. Le niveau national, celui qu'on voit, il est là pour, disons, arbitrer symboliquement, pour mettre en histoire des décisions sur lesquelles il n'a au fond que très peu de contrôle. Alors maintenant, mettons-nous 2 secondes à la place d'un politicien, au milieu de ce millefeuille. Comment on fait pour agir là-dedans? Eh bien, cette structure, en fait, elle les coince. Elle les met dans une position complètement intenable, une sorte de contradiction permanente. C'est ce qu'on peut appeler le grand écart, mais alors un grand écart permanent. D'un côté, pour se faire élire, il faut absolument tenir le discours démocratique « Je suis là pour vous, j'agis au nom du peuple ». C'est le récit, la promesse. Mais de l'autre côté, dans la réalité, la fonction première est d'adapter le pays à des contraintes globales. Des contraintes qui, par définition, ne sont pas négociables et sur lesquelles le vote des citoyens n'a quasiment aucune prise. Le problème, c'est que ces 2 discours ils sont incompatibles. On ne peut pas les tenir en même temps, publiquement. Et pourtant, dans les faits, il faut bien faire les 2. Le résultat de ça, un double discours quasi permanent. Il y a le langage pour le public, pour les électeurs, et puis il y a l'action réelle qui, elle, est dictée par les contraintes du système. Et voilà, le sentiment d'absurdité, il vient précisément de là, de cet écart béant entre ce qui est dit et ce qui est fait. La question qui se pose, c'est qui peut tenir le coup dans un système pareil? Quel genre de personne est capable de vivre professionnellement avec ce grand écart permanent? Et là, il faut faire attention à une idée reçue. Ce n'est pas forcément que le système sélectionne des cyniques, des gens qui mentent sciemment, non. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le système agit plutôt comme une sorte de filtre. Il va naturellement sélectionner et promouvoir des profils qui sont compatibles avec cette fonction paradoxale. En gros, le système va favoriser les profils qui sont capables de tolérer une forte dose de dissonance cognitive. Ceux qui peuvent, sans que ça ne pose trop de problèmes, incarner un discours sans y adhérer complètement. Ceux qui maintiennent la façade, la continuité symbolique, même quand tout semble absurde. Et à l'inverse, qu'est-ce qui arrive à quelqu'un de, disons, trop cohérent, trop droit dans ses bottes? Eh bien, souvent, cette personne ne tient pas. Soit elle craque, soit elle démissionne, soit elle est tout simplement mise de côté. Alors, pour que toute cette machine un peu bancale puisse continuer de tourner, le système a un outil très puissant, un certain type de discours public. Un discours qui est là en fait pour nous endormir, pour nous anesthésier. Le problème, c'est que toute anesthésie a une fin, et le réveil risque de piquer un peu. Et cet outil il a un nom un peu technique, l'anesthésie noétique douce. Alors noétique, ça veut dire qui se rapporte à la pensée, à la connaissance. En clair, c'est une façon de nous endormir intellectuellement. C'est exactement comme un tour de magie. Le magicien agite une main bien en évidence pour qu'on ne regarde pas ce que fait l'autre. Eh bien là, c'est pareil. On va agiter des débats très très chargés en émotions pour surtout ne pas ouvrir le capot et regarder les vrais problèmes, les vraies contradictions du système. Et c'est là qu'on assiste à un glissement fondamental. L'objectif du discours public a complètement changé.
Avant, l'idéal, c'était d'obtenir le consentement éclairé des citoyens, c'est-à-dire les convaincre avec des arguments, des faits. Aujourd'hui, on n'en est plus là du tout. Le but est descendu d'un cran, voire de plusieurs. On vise simplement une acceptabilité émotionnelle minimale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire juste assez pour que ça passe, pour qu'il n'y ait pas de révolte, juste assez pour que la machine continue de tourner, vaille que vaille. Et tout ça, eh bien, ça nous laisse avec une question finale et, pour être honnête, assez inquiétante. Que se passe-t-il le jour où l'anesthésie, cette anesthésie symbolique, ne fait plus effet? Parce que pendant ce temps-là, les contraintes, elles, n'ont pas disparu. Elles sont toujours bien réelles. Autrement dit, qu'est-ce qui arrive quand le spectacle s'arrête, que le rideau tombe, mais que les problèmes, eux, sont toujours là sur la scène?